Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un événement assez exceptionnel puisque déjà que d'habitude on n'a pas souvent les éditeurs des mangaka qu'on suit qui prennent la parole, là on en a carrément trois qui vont s'exprimer à propos de Dragon Ball. Kazuhiko Torishima, le plus connu, enfin à mes yeux, Kondo et Takeda, les trois personnes qui ont aidé Toriyama à écrire Dragon Ball et aussi pour Torishima, le premier manga qu'il a fait et qu'il a fait connaître, à savoir Dr. Slump, voilà, ils ont décidé de s'exprimer dans une interview pour nous donner un petit peu quelques informations inédites. Et on va pas perdre trop de temps en intro parce que l'interview, elle est longue, elle est très longue. Alors je vais peut-être pas revenir sur tous les points qui ont été abordés, mais en tout cas, on va en faire quelques-uns, à commencer par... pendant la phase finale de la saga Cell, Toriyama a exprimé à plusieurs reprises son intention de mettre fin à Dragon Ball avec cet arc narratif. Et c'est vrai que quand on regarde la fin de l'arc Cell, on comprend très bien qu'on pourrait conclure l'œuvre là-dessus, quoi, avec Goku qui meurt, qui laisse sa place à la relève, à savoir Gohan pour s'occuper de l'humanité. Au départ, ceux qui en l'entendaient ne comprenaient pas entièrement sa volonté, pensant que même si la saga Cell se terminait, la série pourrait continuer d'une autre manière, ce qui fut le cas d'ailleurs. Cependant, une forte pression de l'équipe éditoriale a été exercée pour que l'histoire se poursuive, poussant Toriyama à continuer plus longtemps. Malgré cela, Takeda s'est toujours rangé du côté de l'auteur, cherchant à alléger sa charge de travail et à rendre la poursuite de la série moins contraignante. Finalement, Toriyama et Takeda ont insisté pour que l'histoire se conclue définitivement avec la fin de la saga Majin Buu, par respect pour Toriyama et son désir de mettre fin à la série. Alors, c'est intéressant d'avoir cette information-là, même si là, c'est un secret de polichinelle. On sait depuis beaucoup de temps que Toriyama voulait arrêter. Je crois qu'il voulait même arrêter à l'époque de Piccolo Daimao, j'imagine qu'il voulait arrêter à l'arc Freezer, voilà. On a toujours essayé de... Il a toujours voulu arrêter. De toute façon, on parlera aussi des raisons pour lesquelles il voulait arrêter un peu plus tard, parce que c'est mentionné dans l'interview qui est ici, mais c'est intéressant de voir que... Et ça, c'est juste pour faire un contre-pied de tous les gens qui sont là à faire « Ouais, Dragon Ball Super, c'est fait pour la pognon, c'est tout. Ouais, Dragon Ball Daima, c'est fait que pour la moula. » Bon bah maintenant vous le savez, déjà après l'arc Cell, c'était fait que pour le pognon aussi, Toriyama voulait pas continuer. Voilà, c'est juste une façon de faire une petite punchline à tous ces gens-là qui racontaient cette phrase-là aveuglément sans comprendre que c'était déjà le cas depuis un sacré paquet d'années de la part de Toriyama, et il a tout à fait le droit d'arrêter à un moment donné. Hein. C'est presque dommage, moi je suis content parce que j'ai aimé ce qui a été fait dans la saga Buu et compagnie, mais c'est presque dommage de voir qu'on le poussait encore et encore à continuer alors qu'il ne voulait plus, ça c'est triste. Je pense qu'un mangaka a besoin de pouvoir dire stop à un moment donné. Pendant la phase finale de Dragon Ball, on a demandé à Toriyama s'il aimait réellement concevoir de nouveaux personnages. Il a répondu qu'il préférait en fait créer des figures plus rondes, plus mignonnes et avec une touche d'humour. Cette réflexion l'a conduit à l'idée de concevoir un méchant de ses caractéristiques, Majin Buu. On peut pas dire le contraire. Après, il l'a dit à plusieurs reprises déjà que il préférait faire une œuvre dans laquelle on serait plus porté sur l'humour que sur les arts martiaux, que sur les combats et tout. Il a fait des traits durs pour coller, vous savez, les traits assez rectilignes et tout ça, pour coller avec l'atmosphère qu'il a donnée à Dragon Ball, un peu contre sa volonté, et je crois qu'on en parlera dans l'interview, mais là, en fait, il dit, voilà, il aime les formats arrondis. Je rappelle qu'à l'origine, DBGT, c'était une de ses volontés à lui. Quand la Toei a demandé à ce qu'il s'occupe qu'il y ait des BGT, il a dit « Ok, mais je veux qu'on revienne à l'humour et plus à la baston et tout ça. Hein, » voilà. Et pareil pour Daima, à mon avis. Hein. Alors que la saga Buu prenait forme, Torishima insistait pour dire que la série aurait dû se terminer plus tôt. Cependant, malgré cela, Toriyama semblait vouloir beaucoup s'amuser en travaillant dessus. Cela était particulièrement visible dans les gags absurdes, rappelant le Toriyama de ses débuts, comme l'attaque kamikaze fantôme de Goten, j'avoue, qui a à la fois étonné et déconcerté l'éditeur, je comprends. Mais il est évident que le sensei appréciait particulièrement cette dernière partie, précisément parce qu'il savait que l'histoire touchait à sa fin. Ça joue, c'est sûr. T'es beaucoup plus motivé, entre guillemets, pour finir ton... T'es plus motivé, en fait, quand tu sais que c'est la fin. Les derniers moments où tu vas t'amuser, etc. Parce que, après, tu sais que c'est fini. Donc tu profites, en fait. Et je pense que c'est ça qu'il a vécu Toriyama, et tant mieux pour lui. C'est ce que tous les auteurs devraient vivre, plutôt que la pression de se dire « Oh mon dieu, faut que je fasse une belle fin ». De toute façon, Toriyama, il s'en foutait à mon avis de ça. Hein. Vers la fin de la saga Cell, Toriyama avait probablement l'intention de conclure Dragon Ball en quelques semaines, peut-être 3 ou 4. Finalement, cependant, la série a continué pendant encore 2 ans et demi. Bah c'est la preuve qu'il s'amusait. Hein. Il avait peut-être envisagé de tout boucler en 6 mois, mais l'histoire a fini par durer bien plus longtemps que prévu. S'il s'amusait, tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Hein. Plutôt que de le convaincre de continuer, les éditeurs se sont concentrés sur les moyens de rendre le travail plus agréable pour lui.
Leur approche était plutôt du genre « essayons d'ajouter quelque chose d'amusant à cet arc pour qu'ils prennent un peu plus de plaisir ». Exemple cité, Mister Satan, oui tu m'étonnes. Il y avait pas mal de passages gaguesques avec Mister Satan et que moi j'ai apprécié énormément, je sais pas pour vous, mais voilà. Puis la conclusion, hein, c'est ce qui est dit après. Hein. Exagérer sa stupidité a été introduit spécifiquement pour apporter un réel effet comique qui allégeait l'ambiance, et ironiquement à la fin, c'est lui qui a sauvé le monde, oui c'est vrai. Je trouve ça drôle, et ça a été très bien fait de la part de Toriyama. Hein. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il a réussi à faire ça de façon aussi pertinente. Hein. Alors je rappelle que je vais pas faire forcément toutes les interviews parce que je crois qu'il y a 28 ou 29 tweets comme ça, hein, donc je fais l'essentiel, on va faire 80%, mais il y a 20% que je vais éviter, donc je mettrai le lien en description si jamais vous voulez tout voir, je mettrai le lien de Twitter, là, de X, pardon. En réaction à cette complexité excessive, la saga Majin Buu a été pensée pour simplifier les choses. Toriyama et les éditeurs ont décidé d'éliminer les complications narratives. Plus de paradoxes, plus de logique trop complexe. Bon, en dehors de l'histoire de la machine à voyager dans le temps de Trunks, ça va globalement. Hein. J'ai jamais trouvé Dragon Ball super complexe. Hein. Les méchants ils sont méchants, les gentils ils sont gentils, d'ailleurs c'est ce qu'il va dire plus tard je crois. À la place ils ont opté pour une structure plus simple et plus légère, remplie de gags. Avec du recul c'était probablement le meilleur choix pour conclure la série de manière plus libre et plus agréable. Bon, il y a quand même pas mal d'incohérences dans le dernier arc, hein. C'est un petit peu se voiler la face que de pas le dire, mais c'est pas grave. En même temps, c'est pas ce qu'on exigeait, hein, à l'époque en tout cas. Lors d'une conversation, Toriyama a été interrogé sur son plaisir à dessiner certains personnages. Il a répondu que Kondo lui avait toujours dit que si un personnage n'était pas cool, ce n'était pas suffisant. À ce moment-là, la discussion a dérivé sur Freezer, révélant qu'il était en réalité un personnage imposé. Putain, ça c'est intéressant encore une fois, parce que, en fait, j'espère que cette interview, elle va permettre à certaines personnes qui arrêtent pas de mettre Toriyama sur un piédestal, et il a fait un travail incroyable, je dis pas le contraire, mais de lui attribuer tout ce qui est réussi dans Dragon Ball, de dire, c'est bien, c'est Toriyama, c'est bien, c'est Toriyama. Là, on a la preuve ici, il voulait pas de Freezer. Je veux dire, c'est quand même le personnage le plus emblématique, l'antagoniste le plus emblématique de Dragon Ball, il en voulait pas. Bon, maintenant... on l'a re-eu, le mec il est essoré comme c'est pas permis, hein, soyons clairs. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Imposé que Toriyama ne voulait pas spécialement créer, mais qu'il a dû inclure. Comme quoi, hein, des fois, on est quand même obligé d'écouter ses éditeurs. Hein. Après, ils vont peut-être parler de Cell et des cyborgs, mais bon. Cependant, lorsque l'histoire subit des changements soudains, comme lorsque Toriyama lui-même a demandé à passer à un nouvel adversaire parce qu'il ne voulait plus dessiner Freezer, il était temps, j'ai envie de dire. Hein. Cela peut compliquer la structure du récit et mener à des situations un peu chaotiques. Je vois même pas ce qu'ils veulent dire par là. Je comprends même pas ce qu'il y a de chaotique, etc. Là, va falloir m'expliquer ce qui va être chaotique à dire que en fait les cyborgs débarquaient. Je comprends pas. On dit souvent que Kondo a rejeté l'idée de Cell en déclarant qu'elle était inutile, mais en réalité, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Il ne s'agissait pas d'un rejet total, mais plutôt d'une critique du design du personnage. Au départ, Cell avait une apparence très proche d'un insecte ressemblant à une cigale, ce qui a suscité quelques doutes chez Kondo. Il ne voyait pas en lui un adversaire particulièrement cool. Sincèrement, alors, j'aime beaucoup la forme parfaite de Cell. Je trouve qu'elle est très stylée. Beaucoup moins la forme 2, peut-être à cause des grosses lèvres là. Mais par contre, la forme 1, j'avais beaucoup apprécié parce que il y avait un côté terrifiant en fait. Avec les yeux comme ça, vous savez, en amande, je sais plus comment on appelle ça. Le corps insectoïde un petit peu plus encore qu'il ne l'est après, où il devient de plus en plus humanoïde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'ai kiffé ce Cell-là. Vraiment le Cell première forme. Je dirais clairement pas que c'est ma forme préférée, je préfère la parfaite, mais ça n'empêche que la première forme a été classe. En tout cas par rapport à la 2, voilà, c'était pas terrible. Hein. Cependant, lorsque le personnage a pris forme humanoïde, le jugement a changé, ce design apparaissait plus approprié, plus charismatique et mieux adapté à une bataille excitante. Non, moi je trouve que ça allait. L'idée était qu'un antagoniste trop monstrueux n'engagerait pas autant le public qu'un adversaire à l'apparence plus humaine. Je suis pas d'accord. Tant que c'est pas un monstre dénué de sentiments, qui parle pas, qui s'exprime pas, tu peux être hyper charismatique et pas ressembler à un être humain. Je vois pas pourquoi... Puis en plus, il ressemblait à un être humain, il avait 2 bras, 2 jambes, il se tenait sur ses 2 jambes, il parlait, il s'exprimait de façon intelligente, enfin je veux dire, en dehors du fait que sa bouche était une sorte de bec, il y avait rien de spécial qui faisait qu'il était pas humain, il avait un tête, 2 bras, 2 jambes, un corps normal, voilà. Cette observation était basée sur les expériences directes avec Dragon Ball, par exemple lors de la transformation en singe géant, on croyait initialement qu'un combat mettant en scène un singe géant exciterait les lecteurs, cependant en réalité, les sondages de popularité ont chuté. Alors, je trouve ça bizarre quand même, parce que... en fait, le problème, c'était pas le singe géant, je sais pas ce que vous en pensez, mais le problème, c'était pas le fait qu'il se transforme en singe géant, le problème, c'était surtout le fait que, bah, quand il était en singe géant, il cassait tout, il réfléchissait pas, il était dénué de cerveau, donc forcément, ça rendait les trucs moins intéressants.
Alors que, vous voyez, Piccolo, il grandit, dans le tournoi de le Budokai, il n'y a pas de problème, hein, ça ne devient pas moins intéressant pour autant. Pareil avec Vegeta, voilà, c'était pas moins bien. Quand Vegeta il devient un Ozaru, bah Vegeta il est doué de raison, donc tout de suite ça devient... Moi je trouvais ça intéressant personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Son style narratif, si je dis pas de bêtises, voilà. L'idée de Freezer en tant que marchand de l'espace et méchant galactique a émergé lors d'une session de brainstorming, mais au départ le personnage n'était pas clairement défini. Le concept de l'homme d'affaires intergalactique, putain, il faut aller chercher l'homme d'affaires. Hein. Parce que bon, on te dit qu'il détruit des planètes et qu'il les revend, mais je vois pas l'homme d'affaires avec son costard cravate qui pense qu'aux thunes. Il veut être l'empereur de l'univers. Il y a rien à voir avec un homme d'affaires. Je sais que ça a été dit plusieurs fois qu'il vendait des planètes, mais en dehors de le fait de le dire, t'as rien qui te fait penser que le mec, son but, c'est de faire de la moula. Hein. À pas un seul moment. Pas un seul moment, il parle de se faire de la thune en vendant des planètes. Hein. Enfin, ça a été dit, mais Freezer, lui, t'as l'impression qu'il veut être empereur de l'univers et rien à branler, en fait, de la thune qui se fait avec les planètes. C'est juste une excuse pour se payer son armée. Mais pour moi, c'est pas vrai, quoi. Le concept d'un homme d'affaires, un méchant impitoyable. Dans Dragon Ball, les rôles sont bien définis fonctionnent mieux, les gentils sont gentils, les méchants sont méchants. Alors je dirais pas que les rôles bien définis fonctionnent mieux, je dirais que Toriyama n'est peut-être pas capable de faire des rôles nuancés. C'est aussi simple que ça. Il aime bien tout ce qui est caricatural. Quand c'est caricatural, pardon, bah c'est pas nuancé, donc forcément, ça donnait des trucs très binaires, quoi. Toriyama n'a jamais été enclin à créer des intrigues complexes, tu m'étonnes, avec des trahisons et des retournements de situation élaborés, même si on avait quand même quelques-unes, hein. Il préférait plutôt lâcher des indices sans développer de backstory. Oui, ça on l'a vu. Hein. Son style narratif était simple et direct, ciblant un jeune public, sans flashback excessif ni mystère de longue haleine. C'est pas faux ça. Ça pourrait lui être reproché, mais en fait ça collait très bien avec Dragon Ball. Hein. Quand une intrigue nécessitait un rebondissement, il introduisait souvent de nouvelles idées soudainement. Par exemple, la révélation que Goku était un Saiyan n'était pas le résultat d'un plan élaboré, mais d'une nécessité narrative. Ça, c'est ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est que c'est bien de faire ça. Pour moi, c'est la meilleure manière d'écrire une œuvre. C'est de voir où est-ce que la narration te va et modifier les aspects dont tu as besoin à un moment T, quitte à oublier après, enfin pas oublier, mais à les mettre à la poubelle après, quoi. Lorsque l'histoire rencontrait un obstacle, Toriyama trouvait rapidement une solution. Cette méthode a conduit à des surprises inattendues, comme la destruction de Namek. À ce moment-là, un problème est apparu. Si la planète Namek disparaissait, alors les Dragon Ball aussi, mais la solution est venue immédiatement avec l'introduction d'un Namekien capable de les recréer. Bon, en même temps, on avait déjà vu les autres, Camille le faire, donc je vois pas pourquoi ça aurait pas été possible. Cette spontanéité a défini tout le processus créatif. Il n'y avait pas de planification à long terme. Avec Toriyama, non. Il a même dit une fois en interview qu'il aimait faire des fights, parce que en fait, quand il commençait un combat, il ne savait pas qui allait gagner. On est loin du Isayama qui prévoyait tout à l'avance. Hein. Toriyama et les éditeurs décidaient de la direction générale, puis développaient l'histoire semaine après semaine. Même l'idée de situer une partie de l'histoire dans l'espace est apparue soudainement. Si Goku est un alien, alors il devenait logique d'explorer de nouvelles planètes. Ouais, pourquoi pas. Des éléments emblématiques comme la queue de Goku n'étaient pas à l'origine conçus pour une partie de son héritage Saiyan, on s'en doute, hein. Mais ils ont été intégrés plus tard lorsque l'histoire l'exigeait. Cette approche a aussi influencé la structure des tournois d'arts martiaux. Oui, encore je reviens à l'interview où il explique qu'il savait pas qui allait gagner dans les fights qu'il faisait. Hein. Dans une structure classique, les combattants les plus forts s'affrontent en finale, mais dans Dragon Ball, le duel décisif pouvait avoir lieu dès le premier round. Alors là, il va falloir me dire quand. Hein. Parce que dans aucun des tournois, les deux meilleurs s'affrontent au début. À chaque fois, c'est à la fin. Hein. Le premier Budokai qui est montré, c'est Muten Roshi contre Goku à la fin. Le deuxième, c'est Tenshin Han contre Goku à la fin. Le troisième, c'est Piccolo Junior contre Goku à la fin. J'ai l'impression que comme Toriyama, les éditeurs, ils oublient un petit peu ce qui s'est passé. Hein. Dites-moi, mais je ne pense pas que Bacteria Krillin, c'était le combat le plus hardcore avec les deux adversaires les plus forts dans Dragon Ball. Ça, c'est... Je sais pas pourquoi ils balancent ça, parce que c'est faux en plus. Mais par contre, ça remet du grain au moulin. Rappelez-vous, on fait une petite pique comme ça. Hein. Rappelez-vous les pro Bouhan et les pro Kid Buu là, qui t'expliquent que comme Kid Buu c'est le dernier antagoniste, et ben c'est forcément le plus fort. Et ben là, tu viens littéralement d'avoir par A plus B. Si j'étais aussi extrême et aussi fermé au dialogue que les pro Kid Buu, je dirais les éditeurs viennent d'adouber le fait que le combattant le plus fort ne s'affronte pas, n'arrive pas forcément à la fin. Donc, Kid Buu est moins fort que Bouhan. Voilà. C'était... Voilà. Ouais, moi aussi, je sais interpréter, surinterpréter et déformer les propos des gens. Hein. Je sais le faire, hein. Vous voyez. C'est pas dur. Hein. Que se passe-t-il après? Mais Toriyama, fidèle à sa philosophie, répondait simplement « Si je mets le combat le plus épique en premier, alors je trouverai quelque chose d'autre après. » Ouais. Son objectif était de surprendre le lecteur. Bon, je trouve que là-dessus, il a tort. Hein. Dans tous les Budokai Tenkaichi, les meilleurs s'affrontent à la fin. Hein.
Cette capacité à déjouer les attentes et à improviser les solutions rendait son récit frais et imprévisible. Son but n'était pas de construire une intrigue parfaitement structurée, mais de surprendre et divertir, laissant toujours les lecteurs impatients de découvrir la suite. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il était balèze pour ça. Pendant la saga Boo, Toriyama a envisagé d'explorer une nouvelle approche avec Chapitre du lycée, ouais, on se rappelle avec Great Saiyaman, mettant en scène Gohan au lycée. L'idée était d'expérimenter une intrigue plus légère, avec Gohan tentant de cacher son identité, tout en vivant de petites aventures quotidiennes. Bon, c'était marrant, mais au bout d'un moment, fallait arrêter. Hein. Cependant, après quelques semaines, Toriyama s'est ennuyé et a brutalement abandonné l'idée. Comme souvent, si l'intrigue devenait trop compliquée ou peu stimulante, il laissait tomber sans trop d'hésitation. Le cadre scolaire nécessitait de dessiner de nombreuses scènes remplies de personnages d'arrière-plan, une tâche que Toriyama trouvait fastidieuse et chronophage. Il avait pas des gens, des assistants pour s'occuper de ça, sinon? Parce que les personnages random dans le décor, ils peuvent le faire, hein, franchement. Hein. Pour simplifier son travail et le rendre plus amusant pour lui, il a rapidement coupé cette intrigue et est passé à quelque chose de plus dynamique et absurde. Bon, je sais pas si c'était plus absurde, en fait. Cette tendance à l'improvisation se retrouve également dans l'introduction de Trunks. Quand Trunks est apparu pour la première fois et a éliminé Freezer sans effort, personne, pas même Toriyama, n'avait encore décidé exactement qui il était. Il n'y avait aucun plan à long terme pour qu'il soit le fils de Vegeta et Bulma. Ce n'est que plus tard que Toriyama a fait ce lien et a déclaré « Ok, Bulma épouse Vegeta ». C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le mec, il est arrivé, il a posé un Saiyan qui ressemble à Bulma à trait pour trait, et il a décidé qu'après... Alors bon, je pense qu'il y a eu les brainstorming où ils ont dit il y a un Saiyan qui va buter Freezer, mais ça sera pas Goku ni Vegeta, et que après, avant même de décider le Chara Design, ils ont dit ok, ce sera le fils de Bulma et Vegeta. Hein, mais c'est clair que ça sort un peu de nulle part, et c'est vrai que la relation Bulma-Vegeta, elle sort un peu de nulle part. Tout comme chez Shigoku, honnêtement. Après, on s'en fout, c'est un shonen, et on s'intéresse pas vraiment à la cohérence des situations romantiques des personnages. Et puis aujourd'hui, elle choque personne. Hein, Bulma-Vegeta, ça a été travaillé quand même malgré tout, même dans Daima. Goku Shishi aussi, voilà. Hein. Pour les éditeurs, ce fut un choc total. Jusqu'à ce moment-là, Bulma n'avait montré aucun intérêt particulier pour Vegeta. Tu m'étonnes. Donc la révélation qu'ils auraient un enfant les a laissés sans voix. Certains suggéraient que leur relation devrait être expliquée plus en détail. Mais Toriyama, fidèle à son style spontané, a balayé la question d'un simple « bof, plus ou moins ». Alors attends, je lis la suite parce que je voudrais réagir à mon avis à ça, mais la suite en parle. C'était sa philosophie, ne pas trop planifier, introduire des idées soudaines et, si quelque chose devenait gênant ou ennuyeux, modifier sur le moment. Son objectif était toujours de surprendre le lecteur tout en rendant son propre travail aussi simple que possible. Bah c'est vrai en fait. C'est comme ça qu'ils fonctionnaient, les trucs ils arrivaient, c'était des fois complètement tiré par les cheveux, mais c'était le style de Toriyama, et c'est pour ça, je le dis encore une fois, que Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima ne peuvent pas marcher. En tout cas pas comme à l'époque, parce que c'est plus Toriyama véritablement aux manettes, et même s'il y est, il doit tout planifier à l'avance, puisque c'est pas lui qui dessine le manga. Il peut pas arriver 2 mois après le début de l'écriture, pas de l'écriture, mais du travail d'animation des gens sur les épisodes de Daima, et dire au fait on va changer un truc parce que j'ai décidé que ça serait comme ça et pas autrement. Et voilà, ça joue aussi. Non seulement il a plus un éditeur aussi fort que Torishima pour le maintenir et pour lui proposer des idées pertinentes, mais en plus de ça, la façon d'écrire, si jamais c'est vrai que Toriyama participe, elle est complètement différente à avant. Elle ne colle pas à la philosophie de Toriyama sur la façon d'écrire un manga. Avant, il faisait un peu tout en mode, pas en mode random, mais au jour le jour, il décidait d'un truc et il changeait le lendemain. Là, on lui expliquait dans DBS et dans DB Daima qu'il fallait que tout soit écrit à l'avance, et c'est normal. Vu le système, c'était normal. Donc forcément, je trouve que ça marche moins bien, et ça se ressent. Voilà, pas d'éditeur et un nouveau schéma pour écrire qui ne correspond pas à Toriyama. Le processus de travail de Toriyama était assez unique par rapport aux autres mangaka. Les manuscrits étaient envoyés par fax, mais c'était pas de simple storyboard, c'était presque finalisé. Les éditeurs recevaient, jetaient un œil et validaient généralement sans trop de modifications. Si on lui demandait ce qui se passera dans le prochain chapitre, la réponse était toujours la même. Qui sait, on verra la semaine prochaine. Putain, ça devait les rendre fous, les éditeurs, franchement. Le tonto, il devait péter un câble avec lui. Hein. Toriyama n'est pas du genre à faire plusieurs brouillons ou à s'engager dans de longues discussions et révisions, contrairement à d'autres auteurs qui travaillaient en étroite collaboration avec leurs éditeurs pour affiner et ajuster l'histoire. Il faisait confiance à son propre processus créatif, travaillait de manière indépendante et livrait le produit final sans vouloir y revenir. Mais je pense qu'en fait, Toriyama, il se tapait un délire. Il kiffait ce qu'il faisait, il le faisait, et il voulait pas qu'un éditeur lui dise t'aimes ça, mais nous on n'aime pas, donc il faut que tu le retravailles, parce que du coup, il aimait plus. Il passait plus, c'était plus un truc qu'il appréciait. Donc je pense que pour lui, avoir un éditeur, c'était une plaie. Hein. D'ailleurs, on l'a vu avec Torishima. Il a pas mal de fois, il s'est plaint de lui. Cependant, des éditeurs comme Torishima et Kondo étaient beaucoup plus stricts.
C'est pour ça que j'en parle, ça tombe bien. Si quelque chose ne fonctionnait pas, il n'hésitait pas à le renvoyer à la planche à dessin avec un ferme Tenzen Dame. Absolument pas. Takeda, en revanche, avait une approche différente. Ouais, en gros, Takeda, il branlait rien et il disait juste oui à Toriyama, hein. Mais le défi récurrent restait le même. D'accord, ce chapitre est terminé, mais qu'en est-il du prochain? Que va-t-il se passer? Ouais, et puis Toriyama devait dire on verra, parce que c'est un peu son habitude, hein. La transformation de Dragon Ball en manga de combat s'est fait progressivement, mais pas totalement par hasard. À ses débuts, la série équilibrait aventure, comédie et combat, mais avec l'arrivée de la saga Saiyan, même avant les gars, putain, mais sérieux, vous avez regardé Piccolo Daimao? Genre Piccolo Daimao, c'est pas les combats. Le Budokai Tenkaichi avec Piccolo Junior, c'était pas les combats, hein? Ah là là, t'as l'impression que les éditeurs eux-mêmes, ils découvrent Dragon Ball, quoi. Mais avec l'arrivée de la saga Saiyan, l'accent s'est de plus en plus porté sur les affrontements, poussant l'histoire vers de l'action prolongée. Ce changement a été motivé par la réaction du public. Les lecteurs étaient fascinés par les combats et en demandaient davantage. Comme quoi, hein, et je rappelle encore une fois que la partie vraiment aventure comique de Dragon Ball, c'est juste le premier arc Pilaf qui a duré 21 chapitres, je crois, un truc comme ça, 21-30 chapitres. Sur les centaines et les centaines, ça représente que dalle. Donc quand les gens disent « t'aimes pas Daima, donc t'aimes pas Dragon Ball parce que Dragon Ball à la base c'était une aventure », non, en fait, Dragon Ball, l'aventure, c'est même pas 5% du manga, hein. Je le rappelle au cas où certains auraient oublié, hein. Toriyama, initialement plus intéressé par l'aventure comédie, tu m'étonnes, n'avait pas prévu cette évolution dès le départ. Cependant, en expérimentant, il a trouvé amusant de développer des batailles de plus en plus spectaculaires et élaborées. Il ne s'agissait pas seulement d'introduire un nouvel ennemi pour le faire affronter Goku, il y avait une véritable évolution des dynamiques entre les personnages, comme l'a démontré l'arc Vegeta. C'est vrai. Initialement, principal antagoniste, Vegeta a fini par rejoindre les protagonistes lorsque la menace de Freezer est apparue. Ce type de développement a enrichi les récits, dépassant le simple structure du méchant de l'arc pour créer des interactions plus complexes entre les personnages. Alors oui, oui, on va dire ça, mais bon, je rappelle que c'est le cas de tous, hein. Yamcha antagoniste qui devient gentil, Piccolo qui était antagoniste qui devient gentil, pareil pour Tenshin Han, enfin, C17, hein, C17, C18, on peut en parler aussi, Boo, même en quelque sorte, voilà. Donc c'est un peu le cheval de bataille de Toriyama de transformer les méchants en gentils, hein, au bout d'un moment. Hein. On-off. On en mode machiavélique, et ils mettent off le machiavélisme, et hop, c'est bon. L'équipe éditoriale s'est interrogée sur la pertinence de cette formule de l'ancien ennemi devenu allié, avant de réaliser qu'elle apportait de la profondeur à l'histoire. Alors pour Vegeta, ça en apporte, mais je trouve que c'est du pipeau là, enfin c'est n'importe quoi, enfin c'est pas vrai quoi. Toriyama lui-même, bien qu'il ne planifiait pas tout à l'avance, se laissait guider par la réaction du public, il n'était pas du genre à obsédé sur les sondages de popularité, mais lorsqu'on lui partageait des résultats, son esprit compétitif le poussait à s'améliorer. Et c'est rigolo ça. Malgré son image de personne détendue, Toriyama avait en réalité une nature très compétitive. Cet aspect de sa personnalité l'incitait à créer des scènes de combat toujours plus impressionnantes et ne se contentant jamais du minimum. Bah c'est aussi pour ça que Dragon Ball est entré dans les mémoires et que c'est le manga le plus légendaire qui existe actuellement, hein. Soyons clairs, ça peut pas être un hasard, hein. Ainsi, même si Dragon Ball n'était pas exactement le manga qu'il avait toujours rêvé de dessiner, super intéressant cette phrase, elle est vraie en plus. Une fois engagé dans cette direction, Toriyama a tout donné pour en faire le meilleur manga possible. Il y a environ 10 ans, lorsqu'on lui a proposé de faire quelque chose de nouveau avec Dragon Ball, Toriyama a répondu avec peu d'enthousiasme. Putain, c'est ouf qu'ils l'admettent maintenant quoi. Parce que je crois qu'ils l'ont jamais dit avant et c'est ouf, alors que ça paraissait évident, hein. Ben, je suis perdu. Il ne se sentait pas obligé de continuer, mais la motivation qu'il animait autrefois n'était plus là. Même lors d'une interview hommage à la radio, il a admis qu'il ne ressentait plus le même enthousiasme qu'avant. Ce que je peux comprendre, hein, tu t'es éloigné des personnages, tout ça, puis t'as tellement bouffé du Dragon Ball, et en plus c'était pas vraiment ce que tu aimais absolument faire. Je peux comprendre quoi, hein. Pendant l'arc Boo, ou même vers la fin de l'arc Freezer, cette étincelle créative était encore évidente, oui. Mais avec le temps, des changements subtils dans la narration ont commencé à apparaître, signalant que son approche évoluait et que son inspiration n'était plus aussi forte. Mais je vous dis, le simple fait qu'il n'y avait plus d'éditeur et il était en roue libre, et le fait qu'on lui demandait de planifier tout à l'avance, c'est pas son style, ça lui correspondait pas. Ça ne lui correspondait pas, c'est tout. Je comprends pas qu'ils comprennent pas ça en fait. Parce que pour moi, ça me paraît tellement évident. Bon, en tout cas, c'était intéressant, hein. Après, il y a tout un passage où il parle des jeux vidéo, mais je vais pas en parler ici. Encore une fois, si ça vous intéresse, je mettrai le lien du tweet sur la description de la vidéo. Mais ce que je retiens ici, en fait, c'est que Toriyama, il a fait... En fait, ça a juste confirmé ce qu'on disait. À savoir que, d'une part, Toriyama, il kiffait faire de l'humour et tout ça, que c'est plus Torishima qui l'a poussé à faire du combat, à faire des trucs un peu plus durs, etc. Mais qu'après, il a trouvé du plaisir dedans, mais que ça s'est essoufflé à la fin. Ce que je peux comprendre, hein, voilà. Qu'il a voulu arrêter à plein de moments et qu'on lui a mis la planche à billets sous les mains pour le pousser à continuer, et que ça date pas de DBS, ça.
je le précise encore une fois, c'est pas un mal, toutes les œuvres sont faites pour gagner de la thune, hein, soyons clairs, hein, vous découvrirez pas ça aujourd'hui avec Dragon Ball Super et Daima, ça existait déjà à l'époque de Dragon Ball, même la simple création de la Dragon Ball Z, la suite de Dragon Ball, qui est en fait Dragon Ball toujours en manga, mais ça, rien que ça, c'est commercial, les gars. Intéressez-vous un peu à ça, j'en parlerai peut-être un jour en vidéo, mais rien que ça, c'était déjà pour la moula, quoi. Donc franchement, ça me surprend pas. Et puis ça permet de comprendre aussi le processus créatif intéressant de Toriyama, qui ne colle pas du tout avec la façon de faire de Dragon Ball Super et de Dragon Ball Daima, ce qui explique, selon moi, pourquoi les deux sont à des années-lumière, en fait, du succès qu'a eu Dragon Ball originel. Parce que non seulement on a évolué, on veut plus de choses ouf, et que Toriyama, lui, il est resté dans ce qu'il savait faire avant et qu'il n'a pas évolué, et en plus de ça, parce que tu lui demandes de tout planifier à l'avance, alors que lui, en fait, c'est pas son style. Lui, il te crée des plot twists, il dit qu'il aime pas les plot twists, mais il en crée involontairement. Genre le retour de Vegeta après sa mort dans l'arc-bout, waouh, Trunks, waouh, enfin voilà, les trucs comme ça, c'était des dingueries, quoi. Et il l'a fait parce qu'il avait envie, et c'est rigolo de voir qu'il le faisait un peu au hasard, même si j'avais déjà vu en interview qu'il prévoyait pas ce qui se passait la semaine suivante, donc c'est confirmé ici, et je trouve ça très bien, mais en tout cas, je suis content parce que ça a pas dénaturé ce que je pensais de Toriyama. On a eu des réponses sur ce qu'on imaginait de lui, ou ce qu'il avait dit plus ou moins à demi-mot dans d'autres interviews, et ça permet de cerner un peu plus le personnage, comment il écrivait Dragon Ball, et voilà, le sensei ultime, le père de... Enfin, je dis ça, mais c'est pas vrai, il y a eu d'autres mangas avant, on est d'accord, mais pour moi, c'est le père de la popularisation des mangas, des animés et tout, c'est Toriyama, et c'est bien de lui rendre hommage dans ce genre de situation, comme l'ont fait ces trois éditeurs, tout en étant très respectueux et en balançant quand même quelques petites vérités qui n'étaient pas du tout faites pour lui nuire, hein. C'est pas méchant de dire que ça lui saoulait à la fin de travailler sur Dragon Ball, hein. Voilà, c'est pas grave, je peux comprendre, hein. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le live. J'attends que vous me donniez votre avis sur tout ce que j'ai dit là en commentaire, et surtout sur l'interview en elle-même. Est-ce que vous avez trouvé des choses intéressantes? Est-ce que vous avez été surpris de certaines des déclarations des éditeurs, hein? Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!